Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Donald Trump aux États-Unis, le Rassemblement national en France, Alternative für Deutschland en Allemagne et j'en passe. Ces phénomènes dits populistes sont-ils une aberration dans notre Occident qui se dit ouvert et tolérant ou bien ont-ils une cause que l'on a du mal à exprimer de peur de passer pour revanchard, raciste, misogyne, passéiste, suprémaciste et j'en passe là également. J'en parle avec Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes dont le magazine Les Affaires et Suprême Hommage, chroniqueur tous les 2 mardis à cette émission. Bonjour Philippe. Bonjour. Ce sont des sujets que vous aimez taquiner un petit peu, hein, le populisme, le ressac identitaire, le ressaisissement, nord contre sud, élite contre peuple, ça c'est votre tasse, ça. Oui, je vous dirais tout le champ idéologique dans lequel on peut mettre ce qu'on appelle le populisme, qui structure l'Occident contemporain, qui l'explique aussi, et qui nous permet là, d'avoir une vision, à mon avis, plus objective, plus claire de ce qui se passe et non... Passionnelle, oui, exactement, on met les émotions de côté le plus possible, sans les exclure complètement, parce qu'après tout, les émotions font partie de l'expérience humaine, et donc on traduit le monde autour de nous partiellement par les émotions. Mais oui, en regardant ces choses-là, l'idéologie, ce qui passionne les hommes, en fait, donc oui, les passions m'intéressent, là, parce que de toute évidence, ça forme l'histoire et ça lui donne une poussée, on comprend un peu vers où on s'en va, là. Populisme, étymologiquement, il y a le mot peuple dedans, mais l'idée même de populisme est romaine, non? Populares est le terme qui définissait ce que c'est traduit en français par la suite comme étant le populisme. Ouais. Et il y avait donc 2 grandes factions à l'époque de l'Empire romain vers la fin de la République. Vous aviez les optimates, qui étaient ce qu'on peut traduire aujourd'hui grosso modo comme étant l'élite. Mais je crois que optimate en latin veut dire littéralement les meilleurs. Optimates, oui. Ouais, donc... Optimum, optimisé, etc. Tout à fait. Mais dans le sens politique, ça s'est traduit plutôt comme étant l'élite. Donc c'est un mélange d'aristocratie d'un côté, donc les bonnes familles, les noms, les grandes familles, je devrais dire, et tous ceux qui profitaient de l'Empire, qui étaient dans les hautes sphères de la gestion de l'Empire au sein de l'État. Vous dites au début de la République, c'est-à-dire début de l'ère chrétienne? Parce que la République... fin de la République. Fin de la République, oui, exactement. C'est avec Auguste que la République finit. Oui, tout à fait. Vous mentionnez Auguste. Les populares qui représentaient les intérêts du peuple. Oui. Le populares le plus connu de l'histoire est sûrement Jules César lui-même. Assassiné par qui? Brutus. Brutus étant un descendant des Brutus, qui ont mis fin à la monarchie des Étrusques. Et donc, c'était dans son sang, et surtout, il le concevait comme étant son devoir, étant un Brutus, de mettre fin à ce qui semblait être un roi en devenir, Jules César. Et les Romains fuyaient la royauté depuis comme la peste. Exactement, oui, tout à fait. Une très mauvaise expérience de la royauté, de la monarchie avant la République. Le populisme se définit par lui-même, mais aussi en opposition à un groupe. J'imagine que le populisme s'en prend à l'élite. Oui, on a besoin d'une élite pour avoir un populisme, dans le sens que le populisme sans opposition devient peut-être simplement... totalitarisme. Une forme de totalitarisme, en effet. De même que l'élite avec le peuple. Hein? Exactement, oui. On pourrait dire la même chose des 2 côtés. Oui. Mais le populisme, à l'époque romaine comme aujourd'hui, se fait en représentant, si on peut dire, les intérêts du peuple, le bas peuple, ce qu'on pourrait aujourd'hui donc appeler les classes ouvrières, la classe moyenne, et les gens moins fortunés, disons. Mais ça peut représenter le corps politique dans son entièreté aussi, là, contre les intérêts d'une élite relativement minime en termes de nombre, là, de toute évidence. Et donc, oui, on a besoin d'une élite comme opposition, mais il faut rappeler que le populisme, souvent, est un outil d'une certaine élite, d'une portion, d'une fraction de l'élite qui est en compétition avec le reste de l'élite. Et donc, il y a toujours le danger, si on peut dire, d'être manipulé, que le peuple se fasse manipuler par un orateur populiste. Je dis un orateur, mais un populiste. Un tribun. Un tribun qui va prendre, qui va utiliser, si on veut dire, les intérêts du peuple
pour faire avancer ses propres intérêts au sein de l'élite même, contre d'autres groupes de l'élite. Oui. C'est pour ça que la plupart des populistes, comme on a nommé Trump par exemple, ne viennent pas du peuple directement. Souvent, ils viennent de l'élite eux-mêmes. Absolument. Donc, il y a toujours danger là, de ce côté-là. Et le peuple devient un prétexte à se légitimer aux yeux des voisins plus puissants. Donc, on s'invente un peuple à défendre et pour pouvoir ensuite taper sur le voisin qui, lui, est de la même élite. Soit on invente le peuple ou le peuple existe, hein, tout simplement. Je suis de ceux qui croient qu'on peut changer la définition du peuple à son avantage, mais le peuple existe, je crois, factuellement. Oui. C'est objectif. Mais après, oui, on peut changer la définition pour l'utiliser à ses propres fins, ce qui peut être, disons, un peu trompeur. Au niveau de cette doléance, notamment. Tout à fait, oui. Ça, c'était dans la Rome antique, donc fin de la République, début de l'Empire. Un empire qui n'a jamais été proclamé, du reste, hein. Il y a toujours eu une république romaine, mais avec des pouvoirs accrus dans une seule main ou deux. Je crois qu'avec Auguste, en général, on parle de la fin de la République. Oui. C'est le début de l'Empire avec Auguste. C'est assez reconnu, je crois. Là. Mais l'Empire n'a jamais été... Il n'y a pas eu l'an 1 de l'Empire. C'est vrai. Il n'y a jamais eu de moment fondateur. Ouais. Aujourd'hui, on va transposer cette question romaine du populisme versus l'élite aujourd'hui. Et comment ça se décline aujourd'hui, enfin depuis mettons, 30-40 ans? Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs causes. Je dirais que j'ai utilisé le cas de Trump et deux thèses, une britannique et une américaine. La première, la révolte des élites de Christopher Lasch, livre sociologue, historien américain, publié 1995-1996, vers la fin de sa vie. Mais il n'est pas mort en 94, lui? Ou peut-être le livre a été publié en 94, c'est milieu des années 90, j'ai oublié l'année précise. C'est ça. Je résume la thèse ici très brièvement. Vous avez des élites côtières, principalement New York, Los Angeles, Seattle aussi, peut-être Miami, qui se sont enrichis d'une façon exponentielle, rapide avec la libéralisation de l'économie ou la néolibéralisation de l'économie mondiale, et qui ont développé une espèce de rejet de ce qu'on peut appeler l'interland américain. Donc, c'est pour ça qu'il y a une révolte des élites au lieu d'une révolte du peuple auquel on était habitué. C'est plutôt les élites qui se sont révoltées contre les Américains eux-mêmes dans le contexte américain, là, le bon vieux américain au sens... Hinterland veut dire la terre en arrière, littéralement de l'allemand, l'arrière-pays. Oui, tout à fait. D'accord. Ce que les Américains appellent flyover country, parce que tu prends l'avion à New York, et t'atterris à Los Angeles, et tout ce qui est entre, c'est simplement flyover country. Une parenthèse un peu honteuse, quoi. Exactement. Donc ces élites se sont retournées contre le peuple américain, ce qui n'était pas toujours le cas, hein, parce que Lasch parle... 19e siècle, début du 20e siècle, les Américaines industrielles, les grands, les JP Morgan de ce monde, Rockefeller et compagnie, réinvestissaient tout cet argent, tout l'argent qu'ils faisaient là, dans une espèce de... aux États-Unis eux-mêmes, parce qu'ils avaient une vision du nationalisme américain, pas nationalisme dans le sens européen, 19e, 20e siècle, on parle bien d'un patriotisme, si vous préférez. Donc ces gens-là ont été... Je sais qu'ils ont été très critiqués, mais ont été très bons par les dons qu'ils ont faits par la coupole de l'Artois Saint-Joseph, hein, Rockefeller est là-dedans. Ah, qu'il avait payé? Oui, absolument, parce que le frère André était allé lui rendre visite. Mais aujourd'hui, donc, quittons un peu Christopher Lasch pour l'instant, transfert des capacités industrielles d'Occident, donc mondialisation, c'est-à-dire que l'Asie devient, et l'Afrique aussi, l'atelier du monde. Ça a accéléré, je dirais, on pourrait dire la division ou la confrontation, utilisez le mot que vous voulez, entre le peuple qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière, là, pour faire bref, prolétariat. Et le prolétariat, tout à fait, et la classe, je dirais pas bourgeoise ici, je dirais la classe qui a maîtrisé les forces de l'économie financiarisée, ce qui veut dire encore une fois les grands centres, New York, Wall Street, Toronto, Montréal à moins grande échelle, qui, eux, ont compris que la valeur du travail était en baisse, la valeur monétaire. Simplement parce que l'argent perdait de sa valeur dans une financiarisation mondialisée et qu'on pouvait simplement transférer la production, donc le travail, si je peux dire. Donc, tout ce qu'on appelle le Rust Belt aux États-Unis aujourd'hui. Tout ça disparaît, quoi. Montréal était des usines un peu partout. On était un point fort de la production nord-américaine. Maisonneuve, notamment. La Chagrin Maisonneuve. Toutes les usines ont été transformées en condos aujourd'hui. Absolument. Donc, on peut penser à Cleveland, l'Ohio, la Pennsylvanie aussi, et Pittsburgh, qui était un des grands centres de production d'acier. Tout ça a un peu disparu. Et qui a payé le prix? Bien sûr, la classe ouvrière. Oui.
qui a gagné, en fait, à l'hyper-libéralisation du monde, si je peux dire économiquement, c'est bien sûr les élites dont j'ai parlé. Et donc, le fossé s'est agrandi de façon importante au point où aujourd'hui, toute forme de populisme, à mon avis, ne peut prendre que cette forme qui défend le travailleur délaissé, le travailleur qui a perdu au change dans la mondialisation. Et qui va défendre le hinterland aussi, l'arrière-pays. Qui a été appauvri par rapport aux grands centres côtiers qu'on pense aux États-Unis, oui, tout à fait. Et l'élite, donc, ce sera l'élite de Los Angeles, de New York, de Miami, il fait des grands centres, Paris, Montréal, Londres, ailleurs, Paris, Londres, etc. Ou Bombay maintenant en Inde, Shanghai, Tokyo. Et il y a ça, c'est une délocalisation. Il y a aussi donc cette émergence de cette élite. Il y a aussi toutes sortes de philosophes qu'on parle des French thinkers aux États-Unis. C'est Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, tout ça. Est-ce que ces gens-là jouent un rôle dans ce phénomène de populisme ou pas? Ils ont contribué à ce qu'on appelle la déconstruction de l'Occident. Ouais, donc, d'accord. on a dénigré toutes les racines de l'Occident, la religion aussi, le christianisme. Oui. On a commencé à blâmer, là, je fais court ici, mais l'homme blanc hétérosexuel pour tous les mots MAUX de l'histoire de l'humanité. Oui. Donc, rajouter tout ce que je viens de dire avec l'analyse des conséquences de la libéralisation de l'économie, ou la néolibéralisation de l'économie, comme j'ai dit, au niveau mondial et la mondialisation. Oui. Ils avaient une classe sociodémographique, je peux dire, qui est perdante de tous les côtés. Non seulement est-ce qu'elle est responsable de tous les maux de l'humanité, d'un côté, mais en plus, économiquement parlant, elle est sur le déclin. Et donc... Elle doit porter un poids qu'elle ne peut plus porter. Exactement. Ça devient beaucoup trop lourd et elle se prête, je crois, naturellement au populisme et à un populisme. Moi, bien sûr, quand on pense à un populiste, on pense en ce moment à Trump, le populiste par excellence. Mais vous avez parlé du Alternative für Deutschland et le RN, je penserai au Brexit aussi, à l'époque, tout à fait. qui sont tous des phénomènes qui s'expliquent, à mon avis, par ce déclassement très large des peuples, britanniques sur certains cas, mais on parle au Rassemblement national en France, Alternative für Deutschland en Allemagne. On voit que la même chose se répète dans tous les la plupart des pays européens. On peut rajouter Meloni aussi, en Italie. Et maintenant en Autriche. Ah oui, c'est vrai, oui. J'oublie son nom. Herbert Clark, mais je sais qu'il y avait des victoires de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite. Freiheitspartei. Oui, ça avait déjà 10 ou 15 ans, en fait, qui gagnait quelques élections, du moins qui performait. Là, donc, on voyait la montée du populisme prendre place. Il y avait Jörg Haider. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de Christopher Lasch, la révolte des élites. Il y a un autre, David Goodhart, qui lui parle de Somewhere et de Nowhere. On en a déjà parlé à cette émission, pas vous, mais quelqu'un d'autre. Et ceux qui sont Somewhere, ce sont ceux qui sont enracinés, j'imagine, qui ont un attachement au passé, aux traditions, aux valeurs. Et les Anywhere, c'est des nomades qui vont d'un aéroport à l'autre. Je dirais même que les Somewhere sont ceux qui, économiquement parlant, sont forcés d'être enracinés. Pour une raison ou une autre. Ils n'ont peut-être pas obtenu l'expertise et la formation académique qui leur permet de s'expatrier, si je peux dire. Oui, et donc, ce qui fait que le travailleur d'usine, par exemple, qui travaille à Manchester, au Royaume-Uni, ou qui travaillait à l'époque à Hochelaga-Maisonneuve dans une manufacture quelconque, ou à Pittsburgh dans une usine d'acier à l'époque, lui ne peut s'exporter. Son talent, ou du moins sa valeur est locale, il ne peut que se marchander chez lui, dans son pays. Bien sûr, il est enraciné de nature, plus naturellement, dans le sens, d'une certaine façon, parce qu'économiquement, il est enraciné. Mais quelqu'un qui fait, je donne un exemple ici, là, mais son MBA à Paris, son bac à New York, et va aller faire après, par la suite, une formation à Harvard, en passant par Oxford et Cambridge, par exemple. Oui, d'accord, oui. Va aller travailler n'importe où après. Son enracinement disparaît tranquillement. Il fait partie de cette classe des aéroports qui semble être condescendant comme façon de parler, là, lui dans l'aéroport, mais c'est que son expérience, son expertise est exportable et donc adaptable à ce nouveau marché mondialisé du travail comme des capitaux et de la production. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ça revienne une crise. Ah ben, ouais. Mais ça sera une autre chronique, Philippe Labrec. Les populistes sont souvent des hommes blancs. Il y a moins de femmes. Des femmes noires, il n'y en a presque pas, j'imagine. Est-ce que c'est lié à une crise de la masculinité ou pas? Parce que le féminisme qui devait arriver a peut-être débordé et a fait de l'homme l'ennemi numéro 1, le partenaire idéal, mais en même temps, comme très peu d'hommes correspondent à ça, beaucoup d'hommes sont exclus du féminoland. Tout à fait.
Je veux dire, en Occident, oui, c'est des hommes, entre guillemets, blancs. Oui. Mais je crois qu'il y a un populisme, par contre, dans plusieurs pays africains, par exemple, ou même asiatiques, Oui. qui est assez poussé, mais on n'y pense pas en Occident. Ce qui est normal, on est dans le contexte culturel dans lequel on est, tout simplement. Je crois que c'est peut-être une forme de populisme qui serait propre culturellement à ces différents pays. Oui. Mais pour revenir à votre question, il y a une crise de la masculinité importante, je crois, en Occident. Il y a un déclassement. Ça revient à ce que je disais tantôt. Vous avez des personnes qui étaient déclassées économiquement, Oui. ensuite qui ont subi les foudres des intellectuels parisiens, si je peux dire. Oui. Michel Foucault, par la Jacques suite, Derrida, oui. exactement. Et maintenant qu'ils sont déclassés et qui ont subi les foudres, se retrouvent dans un monde où leur place est loin d'être certaine, loin d'être définie. Et puis on leur assène tout le temps le mot patriarcat, patriarcat, En plus, patriarcat, donc ils peuvent même pas redresser la tête. et on se retrouve dans un monde où l'homme, je dis l'homme au masculin ici, là, se retrouve isolé de plus en plus. Les statistiques le montrent. Dernièrement, il y avait un article, Journal de Montréal ou La Presse, je ne me rappelle plus, qui disait que 70% maintenant des étudiants au département de médecine de l'Université de Laval étaient des femmes. Je pensais que c'était plus que ça. C'était peut-être un peu plus, mais je me rappelais de 70%. Donc, crise de la masculinité, donc le rôle traditionnel est battu en brèche, fracture générationnelle aussi, ces hommes ne peuvent plus transmettre. On se moque du père. On se moque du père. Je sais pas si on se moque du père, en tout cas j'espère que non, étant père moi-même. Mais c'est la première génération depuis plusieurs générations qui en est venue à la conclusion, et qui est la bonne, à mon avis, que sa qualité de vie et les occasions auxquelles qu'ils vont avoir sont inférieures à celles de la génération précédente. C'est une première, oui. Avant, on prenait pour acquis que la génération suivante aurait une meilleure qualité de vie que nous, Oui. aurait accès à des occasions, un nombre d'occasions, une qualité d'occasions de croissance personnelle et professionnelle supérieure à la génération précédente. Et pour la première fois, on commence à non, peut-être pas. Peut-être que les baby boomers ont tout pris. Oui. Et donc, on se retrouve dans une situation où, comme l'homme occidental a été, disons, rabaissé de tous les côtés. Et en plus, il se retourne vers le père, comme vous avez dit. Il dit, mais lui, par contre, a eu Oui, il a une tout vie fait, comme, qui valait la peine d'être vécue, ou du moins une belle vie. Et là, soudainement, je me rends compte que non, j'aurais pas les mêmes occasions. Donc, il y a une frustration supplémentaire qui s'ajoute à tout ça. Là. Il nous reste un ressentiment. Il nous reste 2-3 minutes, Philippe Lebrec. Mondialisation, déclassement de l'homme blanc, crise de la masculinité. Est-ce que l'immigration de masse joue, j'imagine que oui, un grand rôle dans cette montée populiste occidentale? Ça ajoute l'insulte à l'injure, dans le sens où c'est pas un hasard que Trump parle énormément d'immigration en ce moment. Parce que les classes déclassées, si je peux dire, souffrent de la mondialisation et, secondairement, vont souffrir des politiques d'immigration massive qui ont été mises en place un peu partout en Occident depuis quelques décennies. Et impossible, à mon avis, d'expliquer le Brexit et la montée de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'extrême droite en France, en Allemagne, en Autriche, comme on le dit, en Europe, globalement, sans parler d'immigration de masse. Il n'y a pas ces partis. Le RN, le Rassemblement national, reste un parti très minoritaire s'il n'y a pas d'immigration de masse. L'immigration de masse et ses impacts, bien sûr, là, je parle de la conséquence. C'est la bouche d'allumage, quoi. Qui fait que ces partis peuvent espérer maintenant. Il y a à peine 10 ou 15 ans, c'était assez difficile à imaginer. Là. C'est tabou. C'était tabou. En 2002, aux présidentielles françaises, Le Pen était arrivé deuxième après Chirac. Oui, mais par un jeu de circonstances. Absolument, on se rappelle qu'il avait passé avec 20% ou 15 ou 16 ou 17% des voix, parce que la gauche était morcelée en une série de... Donc ça avait été un séisme, la France a tremblé, etc. Encore une fois, aux législatives, cette fois-ci, on a dit barrage au RN. On a le résultat qu'on a maintenant. Mais peu importe, revenons à l'immigration de masse. Donc, on ne peut expliquer le populisme aujourd'hui sans parler d'immigration de masse, parce que c'est le phénomène, c'est la politique publique qui domine toutes les autres politiques publiques et qui crée un ressentiment chez les classes déclassées que j'ai mentionnées auparavant. Et c'est un catalyseur politique. C'est pour cette raison que, encore une fois, Trump en parle abondamment, parce qu'il sait très bien qu'il peut aller puiser dans ces classes sociologiques-là. Maintenant, pour terminer en 30 secondes, ce populisme occidental, il peut aboutir, est-ce qu'on peut l'infléchir? Est-ce qu'on peut le comprendre intelligemment comme vous le faites? Comment peut-on faire face à cette bête qui monte? Ben, je ne sais pas si c'est une bête. Hein, le populisme peut oui, tout à fait. Mais le populisme peut bien sûr se mener à j'allais jusqu'au bout, à la fin de la démocratie. À ce point. Mais ça peut être aussi simplement une représentation des intérêts des classes populaires, du peuple, qui sont légitimes.
Et donc, ça Absolument. pourrait simplement se traduire démocratiquement par un certain respect et par une acceptance des élites, des intérêts du peuple, et donc eux-mêmes les prendre et les défendre dans les institutions appropriées. Comme du temps de la Rome antique. Tout à fait. Il faut dire que avec la Rome antique, je dirais que le populisme sous César a mis fin à la République. Donc, il y a un précédent, disons, qui peut faire Oui. peur. Puis quand on pense au populisme, là, bien sûr, on pense à la montée du fascisme en Europe dans les années 20-30. Donc, ça ne rassure pas, mais je crois que c'est exagéré de faire la comparaison avec la montée Oui, du fascisme en Europe l'histoire ne se aujourd'hui. répète pas si facilement que Ouais, ça. c'est ça, je crois. Philippe Labrec, on doit malheureusement terminer. Je suis sûr qu'on va poursuivre parce que vous êtes chroniqueur toutes les 2 semaines à cette émission, tous les 2 mardis à 12h35. Donc c'est un sujet qui vous anime beaucoup et vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Merci beaucoup Philippe Labrec et à dans 2 semaines. Un plaisir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.